Il y a un phénomène Claude Lelouch, un miracle Claude Lelouch, et je serais même tenté de dire un snobisme Claude Lelouch. Troadec était saisi par la débauche, Lelouch est saisi par la gloire, et vous n'y pouvez rien, car cette gloire vous l'attendiez, cette gloire vous la méritiez. Alors est-ce que tout cela est parfaitement normal? Je ne l'attendais pas. Elle est venue. Maintenant, est-ce que c'est normal? C'est pas à moi d'en décider. Je veux pas jouer le modeste. Quand on fait ce métier, on ne l'est pas. Quand on fait des films, on n'est pas modeste, on n'est pas pudique. J'ai souvent essayé d'analyser ce qui m'est arrivé. Et quand j'essaie d'analyser ce qui m'arrive, j'essaie de l'analyser par rapport aux autres. Parce que moi, je ne me rends pas compte de ce qui m'arrive. Moi, j'ai toujours vécu avec Claude Lelouch. Alors, quand on me parle de Claude Lelouch, je suis très étonné. C'est une bonne compagnie? Il faut se le faire. Il a ses humeurs et je change souvent d'avis. Alors même pour moi-même, le fait de changer d'avis, c'est un petit peu gênant. Mais je ne suis pas obsédé par le succès. J'ai jamais recherché le succès. Il est là, tant mieux, mais on le paye très cher. On le paye très très cher parce que chaque sortie de film, par exemple, c'est une montagne d'angoisse. Une montagne d'angoisse parce qu'on a beaucoup de choses à perdre. Je me rappelle de l'époque où je sortais mes premiers films. Qui étaient des échecs? Qui étaient des échecs, et je souffrais beaucoup moins que lorsque maintenant j'ai un demi-succès, par exemple. Ça veut dire que tout est relatif. Alors je ne fais pas d'autosatisfaction, et puis vraiment, c'est pas un problème qui m'intéresse. C'est pas un problème qui m'intéresse, étant donné que moi je ne m'en rends pas compte. Je ne me rends pas compte de ce genre de choses, étant que ma vie n'a pratiquement pas changé, si ce n'est que j'ai une voiture un peu plus puissante que celle que j'avais avant, et puis ça s'arrête là. Je veux dire, mon confort, il est toujours le même. Je mange pas plus parce que j'ai plus d'argent. Je travaille toujours autant, donc l'argent que j'ai pas le temps de le dépenser. Je me lève toujours très tôt et je me couche toujours très tard pour travailler. Donc en fait, je vois pas vraiment la différence. La différence, c'est les autres qui la voient et qui la ressentent, parce qu'ils se disent, si j'avais l'argent de Lelouch, qu'est-ce que je ferais? Alors, ils iraient en vacances, ils s'offriraient des tas de trucs. Je veux dire, ils voient avec l'argent que je gagne ce que moi je ne fais pas de cet argent. J'ai parlé de gloire et j'imagine que ce mot, on s'en sert un peu trop. Oui, parce que vous savez, la gloire, d'abord, il ne faut pas oublier que je suis très critiqué, très attaqué. Bon, et ça, on en souffre. Mal aimé? Non, je cherche pas à être bien aimé, mais j'ai pas envie d'être détesté. Détester, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi, je sais le pourquoi et le comment de chaque chose. Je sais pourquoi j'arrive à tel et tel résultat, je sais pourquoi j'obtiens telle et telle séquence, je sais pourquoi je suis obligé de faire telle et telle chose. Et je ne peux pas l'expliquer à chaque fois aux gens. Alors les gens interprètent ce qu'ils voient de l'extérieur à la vitesse grand V, je veux dire comme un réflexe, et les réflexes sont toujours interprétés au premier degré. Ils n'essayent pas d'analyser, et puis ils n'ont pas le temps d'analyser, et puis ils n'en ont rien à foutre. Donc ils analysent tout au premier degré. Et en plus, on vit actuellement dans une société qui se met à détester de plus en plus l'argent et tous ceux qui sont rattachés à l'argent. Comme il se trouve que mes films marchent et que dès que ça marche, ça débouche sur l'argent, il y a une haine qui vient de l'argent. Je veux dire, aujourd'hui, c'est fou ce que le fait d'avoir de l'argent, c'est la honte. C'est devenu vraiment la honte. Alors je suis rattaché à cette honte indirectement et j'en souffre dans une certaine mesure, étant donné que pour moi, cet argent ne me donne comme tranquillisant que le fait de savoir que je vais pouvoir tourner des films encore au moins pendant 10 ans. Enfin, vous seriez adoré si vous étiez ou maudit ou raté. Oh, je ne sais pas si je serais adoré, parce que mon cinéma doit sûrement énerver quelques irréductibles. Enfin, je veux dire qu'il y a quelques gars qui n'ont jamais aimé mes films et qui les aimeront jamais, quoi que je fasse et quoi que je dise. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est d'avoir envie de faire des films de plus en plus. Et ça, je peux vous dire que c'est un sentiment que j'ai actuellement. Je veux dire qu'au lieu de me lasser, je sens que je vais faire des films plus intéressants que ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant. Enfin, vous avez du succès, Claude Lelouch, d'autres n'en ont pas, qui ont beaucoup de talent. Il y a une sorte d'inégalité dans cette affaire. Sûrement. Et je vais même plus loin, je pense que nous naissons inégaux les uns les autres. Et que c'est là le grand problème de la vie dans laquelle nous vivons. Deux êtres viennent au monde, on essaie de nous faire croire qu'ils sont égaux. C'est pas vrai, il y a des différences monstrueuses dès le premier jour. Et ces différences vont en s'accroissant au fur et à mesure que les personnages vieillissent. L'imposture, c'est de faire croire que nous sommes égaux. Voilà, je crois que c'est la plus grande de toutes les malhonnêtetés, la plus grande imposture, c'est d'essayer de nous faire croire que nous sommes égaux.
C'est en cela, par exemple, que tous les systèmes socialistes sont un petit peu malhonnêtes. Parce qu'il y a quelque chose de profondément malhonnête dans tous les systèmes socialistes par rapport justement à la naissance, par rapport à la biologie humaine. C'est qu'on essaye de faire à des gens qui ne peuvent pas faire certaines choses, et à ceux qui pourraient en faire davantage, on les réduit. Bien. Donc il y a une contradiction, je veux dire, qui n'est pas naturelle. Le naturel, c'est de pouvoir laisser faire aux gens ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Je ne crois pas à tous les systèmes politiques actuellement en vigueur. Le seul auquel je pourrais croire, c'est une société qui serait basée sur le handicap, comme aux courses. Je veux dire que lorsque vous alignez 10 chevaux au trot et qu'il y en a un qui court un peu plus vite que les autres, il y a un handicap. Bon, eh bien je pense que dans la société dans laquelle nous vivons, on devrait inventer le handicap et rien d'autre. Dès qu'un personnage est capable de faire 10 fois plus, ou 100 fois plus, ou 50 fois plus qu'un autre, on devrait le frapper de handicap pour qu'il puisse servir à ses contemporains, mais pas le brimer, pas l'obliger à se freiner, à ne rien faire, au contraire, se servir au maximum. Alors c'est dans cela que le système capitaliste est quand même assez sympathique, mais il n'a pas prévu le système du handicap. Le seul système handicap qu'il a prévu dans le système capitaliste, c'est les impôts. Bon, alors, mais les impôts, c'est pas tout. Les impôts, c'est une vie arbitraire, étant donné que les impôts, vous savez comme moi, qu'on leur fait dire ce qu'on veut, et que dans bien des cas, surtout en France, il y a des détournements qui sont assez spectaculaires. Alors, donc il faut revoir complètement la conception. Ni le système capitaliste, ni le système socialiste n'est valable dans la conjoncture actuelle, parce que justement, les hommes sont complètement inégaux à la base, et que tous les systèmes sont là pour les frustrer. Dans le système capitaliste, le système capitaliste, à mon sens, est peut-être celui qui est le plus au point pour faire fonctionner la bête humaine telle qu'elle marche actuellement. Car il y a le principe de la carotte, il y a le principe de l'enthousiasme. Vous dites la bête humaine. Je dis la bête humaine, je pense aux hommes. Je pense que le système capitaliste est celui qui est le mieux fait, le plus rond pour les faire fonctionner. Parce que l'homme est paresseux. Vous avez là un certain mépris des hommes. Non, je les aime beaucoup puisque ma vie tourne autour d'eux et que c'est la seule chose qui m'intéresse. Mais quand je dis que le système capitaliste est celui qui est le plus au point, c'est par rapport à la biologie humaine, qui a besoin d'enthousiasme. On s'ennuie moins dans un pays capitaliste que dans un pays socialiste. Bon, ça c'est déjà une base. Mais vous, Claude Lelouch, vous aviez été inventé pour être un capitaliste. Je ne suis pas un capitaliste parce que je fonctionne comme un capitaliste, mais au fond de moi-même, je suis tout à fait d'accord pour une société du handicap. Si demain matin on me demandait de travailler pour 2 ou 3 personnes qui n'arrivent pas à travailler à ma cadence, je le ferais volontiers. En plus, il y a une chose monstrueuse dans le système capitaliste, une seule chose. Qu'est-ce qui fait que le système capitaliste va basculer, va capituler, va s'écrouler? C'est l'héritage. Car le système capitaliste, c'est peut-être le plus au point actuellement pour faire fonctionner les hommes, pour leur donner de l'enthousiasme, parce qu'ils sont pas enthousiastes, parce qu'ils sont profondément pessimistes. Alors vous avez un homme, il se crée lui-même, il fait des choses, il crée un empire, il meurt et on donne ça à un ringard qui est son fils. À partir de ce moment-là, tout est faussé, toutes les valeurs sont faussées parce que cet homme qui avait une puissance et qui aurait pu encore multiplier sa puissance par ses idées, par son dynamisme, sclérose d'un seul coup une fortune, et comme tous les capitalistes du monde aujourd'hui sont plus ou moins des héritiers, qui n'ont pas le génie de leur père ou des choses comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui tout le capital mondial est sclérosé, et que tout cet argent, toute cette masse d'argent qui pourrait faire des choses fantastiques entre les mains d'hommes fabuleux, est complètement bloqué. C'est pour ça que le capitalisme est en train de se suicider. Et l'héritage est également un extraordinaire alibi. Prenons le cas Picasso. Bon, on se bat pour cet héritage, mais on est bien obligé de constater que du vivant de Picasso, son petit-fils ne pouvait pas faire les études qu'il voulait, ne pouvait pas vivre comme il l'entendait. Alors quand même là, il y a un terrible point d'interrogation. Faut-il donner l'argent du vivant de quelqu'un ou bien faire croire qu'après on l'aura? Je pense que l'argent appartient à ceux qui le gagnent et que ceux qui le gagnent devraient... C'est la seule vertu. Voilà. Et il n'y a qu'eux qui devraient le dépenser. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir déshériter mon fils, mais je vais le faire. Parce que si demain matin il m'arrivait quoi que ce soit et qu'il se retrouve avec l'argent que j'ai amassé, il est foutu. J'en suis sûr, j'en suis absolument convaincu. Bien. Il a aujourd'hui 4 ans. Je lui laisserai, s'il m'arrivait quoi que ce soit, de quoi pouvoir aller jusqu'à sa majorité, de faire des études honorables, mais je ne lui laisserai jamais, jamais, jamais la moindre fortune. Mon père m'a éduqué dans cet esprit. Que faisait votre père?
Mon père était un commerçant dans le Sentier et il aurait pu très facilement me donner un peu d'argent et il a toujours refusé de le faire. Il a toujours refusé de le faire parce que il avait la théorie que je suis en train de vous expliquer, donc qui est la sienne, et il savait très très bien que s'il me donnait le moins d'argent de poche, j'étais foutu. Alors quand je voulais aller au cinéma, quand je voulais faire la moindre des choses, il me disait débrouille-toi, fais n'importe quoi. Je préfère que tu rentres par la sortie de secours d'un cinéma, je préfère que tu fasses n'importe quoi, même à la limite de quelque chose de malhonnête, pour aller ou faire ce que tu as envie de faire plutôt que je te donne de l'argent. Et il a bien fait. Parce que l'argent pourrit tout ? Tout. Sauf celui que vous gagnez vous-même. Parce que celui que vous gagnez vous-même, d'abord, il ne vous intéresse pas. Puis il est honorable. C'est pas qu'il est honorable, vous avez tellement de choses à faire, vous n'avez pas le temps de le dépenser. J'ai pas le temps de dépenser de l'argent. J'ai pas le temps, je suis trop occupé par mon travail. Mais ceux qui vivent à mes crochets, ceux qui n'ont pas mon travail, peuvent s'enliser dans l'argent. Et vous n'avez pas scrupule à dire je ne peux pas, je n'ai pas le temps de dépasser mon argent. Vous ne pensez pas à ce moment-là à ceux qui aimeraient le dépenser s'ils en avaient. Mais ceux qui aiment dépenser l'argent, ils n'en ont pas en général. Ils n'en ont pas parce que tout ça est quand même profondément logique. Je veux dire que un homme qui fait de l'argent, je connais des hommes qui font de l'argent, qui peuvent faire de l'argent, mais ils ne le dépensent pas, ils ne le dépensent vraiment pas. Ils vivent 50 fois en dessous de leurs moyens. Ceux qui dépensent l'argent, ce sont ceux qui ne connaissent pas la valeur de l'argent. Qui ne connaissent pas la valeur de l'argent. Je veux dire que moi, je claque mon fric comme un fou dans les films. Par exemple, là, je prépare un film qui va coûter 3 milliards. Je vais investir tout ce que j'ai gagné sur un coup. Et vous pouvez tout perdre. Et je peux tout perdre. Donc, je le dépense, mon argent. Mais parce que je m'en sers en tant que vivant. Si demain matin, je meurs avec une fortune derrière moi, j'aurai la sensation d'avoir raté ma vie. Je veux dire que pour moi, faire des économies, c'est la pire des choses. En faire pour faire quelque chose. Par exemple, là, j'ai amassé un peu d'argent ces derniers temps pour pouvoir faire ce film. Parce la bonne année. Non, la bonne année, lui, il est déjà fait, c'est le prochain. Mais, donc ce film, je sais, il va me coûter une fortune. C'est de la folie de faire en France un film qui coûte 3 milliards. On n'a jamais vu ça. Ça ne s'est jamais amorti. On n'a jamais vu un film français pouvoir amortir une somme pareille. Donc je me lance dans une opération qui a une chance sur 100 de réussir. Mais je vais prendre un plaisir fabuleux. C'est ça ma récompense. Mais par exemple, la bonne année, qui est actuellement à l'affiche, a coûté une certaine somme. Alors quelle est la différence entre le coût de ce film et le coût du film que vous préparez ? C'est-à-dire 1 milliard à 3 milliards ou Non, moins. La bonne année est un film moyen. Je veux dire, c'est un film qui tourne aux alentours de 600 millions. Donc c'est un film... Donc le film des 3 milliards est une folie. Le film des 3 milliards est une pure folie. Pour le marché français, c'est une pure folie. Ce qui est un film de 3 milliards est un budget déjà cher, même pour un film américain. Mais avec le marché américain. Or, votre ambition, c'est de raconter une vie, je crois. C'est ça. Je vais raconter toute l'histoire du XXe siècle. Depuis 1900 jusqu'à l'an 2000, avec une grande partie de fiction à la fin. Je vais reconstituer toute l'histoire du XXe siècle au travers de l'histoire de deux familles qui me permettront justement l'une et l'autre d'aborder tous les problèmes qui peut concerner un homme et une femme pendant le XXe siècle. Et ça, c'est l'ambition de Claude Lelouch qui veut avoir son œuvre à lui. Je ne sais pas si c'est... Je le prends pas comme ça. Pour moi, c'est le film auquel je pense depuis que je fais du cinéma. J'ai bâti toute ma carrière cinématographique sur ce film. Si j'ai gagné de l'argent, si j'ai amassé de l'argent, si j'ai fait des économies, c'est pour pouvoir un jour faire cette folie. Cette folie parce que c'est un film qui va raconter toute l'histoire d'une époque, toute l'histoire du siècle dans lequel je suis né, dans lequel j'ai vécu, un siècle que je connais parfaitement, qui m'a passionné, qui m'intéresse, peut-être le plus grand siècle de tous les temps parce qu'il s'est tout passé pendant ce XXe siècle, y compris les pires horreurs comme les inventions les plus sublimes, et j'ai envie de raconter ce siècle à ma façon, au travers d'hommes et de femmes qui m'ont appris un certain nombre de choses, qui m'ont dit un certain nombre de choses, et je pense que ces hommes et ces femmes, eh bien, tous les spectateurs se retrouveront en eux. Se retrouveront en eux parce que ça fait 15 ans que j'étudie les hommes et les femmes et que c'est la seule chose qui m'intéresse. Si demain matin je fais le tour du monde en avion, ça m'ennuie prodigieusement. Les décors m'emmerdent, comme vous ne pouvez pas imaginer. Une belle montagne, je trouve ça chiant, un beau lac, je trouve ça vilain. Après l'émission, je vous en parlerai parce qu'on peut, on peut les regarder d'une certaine manière. On peut les regarder, beau. Oui, non, mais ce n'est beau que si vous êtes avec quelqu'un qui est formidable. Un homme ou une femme, vous comprenez ? Je veux dire que c'est le plus beau décor du monde n'a de valeur que par rapport à la personne à qui vous l'expliquez, que par rapport à la personne que vous aimez. Et quand je voyage tout seul, c'est une punition. C'est une punition. Alors c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des chiens, parce que même avec un chien, ça change tout. Mais
La solitude, c'est la pire des choses. C'est pour ça que je vous dis, les plus beaux décors du monde ne servent à rien s'il n'y a pas un homme qui traîne quelque part. Alors ce film que je veux faire, c'est un film qui ne va pas expliquer l'homme, parce qu'on ne peut pas expliquer l'homme, mais c'est un film qui essaiera de montrer que le bonheur existe de temps en temps. Vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré, et qu'il faut savoir le prendre au moment où il est là, et surtout l'apprécier. Ne pas dire « tiens, j'étais heureux hier ou avant-hier », ce qui est le cas de la plupart des gens. C'est qu'ils sont heureux après coup. On se dit « tiens, c'est fou ce qu'on était bien la semaine dernière ». Mais la semaine dernière, on ne s'en rendait pas compte. Et je crois que l'art de la vie, c'est de pouvoir dire, tiens, là, tout de suite, là, immédiatement, c'est fantastique, c'est fabuleux, et je déguste. Et puis, il faut bien comprendre qu'on n'est jamais tout à fait heureux pour toute une vie. C'est impossible. Impossible. Le bonheur ne peut être qu'une récompense passagère. Ça peut durer 10 secondes, comme ça peut durer, dans le meilleur des cas, 2 jours. Enfin, dans votre optique, une femme ne peut être qu'un cadeau passager. C'est-à-dire, vous ne considérez pas que le mariage soit une chose normale. Je trouve personnellement que c'est la chose la plus monstrueuse qui soit actuellement, le mariage. Parce qu'on ne peut pas s'engager pour toute une vie. Impossible. Impossible parce que les sentiments humains ne sont pas faits pour durer. Vous ne croyez pas à la fidélité? Je ne crois pas à la fidélité, mais la fidélité, c'est de toute façon l'imbécilité. On ne peut... Pourtant, vous croyez à la fidélité entre amis. Mais même de ce côté-là, je ne crois pas aux amis éternels. C'est trop difficile d'aimer une femme. C'est parce que vous ne leur faites pas confiance. Si, je suis capable de leur faire confiance, mais... La confiance qu'on demande à quelqu'un, c'est comme la forme d'un athlète. C'est pareil, l'amour d'une femme, c'est comme la forme d'un athlète. C'est une chose passagère. Il y a un moment précis où l'athlète est en forme, où il peut faire son championnat du monde. Et il y a un moment précis où la femme que vous aimez est au sommet de ce que vous attendez d'elle, et c'est à ce moment-là que vous l'aimez. L'amour n'est fantastique que parce qu'il est passager, que parce que c'est la chose la plus fugitive qui soit, parce que c'est vraiment une chose qui vous échappe en permanence. Si l'amour était une chose solide, ça n'aurait aucun intérêt, aucun intérêt. Mais tout cela, vous ne le saviez pas, puisque vous vous êtes marié. Mais bien sûr que je ne le savais pas. Mais c'est pas parce que je me suis marié et que j'ai divorcé que je suis en contradiction avec ce que je dis. Au contraire, ça renforce ma théorie. Moi, je dis dans La Bonne Année que la pire insulte que l'on puisse faire à une femme, c'est de la demander en mariage. Parce que j'explique aussi toujours dans La Bonne Année qu'un mariage, c'est un contrat, et je pense que les contrats sont faits pour les gens qui ont peur. Alors, quand on est avec une personne que l'on aime, on n'a pas peur. Et puis, demander un contrat à une personne que l'on aime, c'est la pire des choses. Quand je fais une affaire avec un ami, il ne me vient jamais à l'idée de lui faire signer un contrat. Alors, si je dois passer un contrat avec une personne que j'aime, j'ai pas envie de passer un contrat. Il y a quelque chose il y a vraiment un aspect prison dans le mariage qui est profondément détestable et qui ne correspond plus du tout à notre époque. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? J'en ai pas fait. Vous auriez voulu? Non, j'aurais pas voulu en faire parce Mais maintenant, vous voudriez? Non, je vais vous dire, je crois que la culture peut être un gros inconvénient. C'est aussi l'affaire de tous les jours. Oui, mais ça, c'est un inconvénient majeur parce que ça vous enlève l'effet de surprise. La culture, c'est un petit peu comme si je vous racontais l'histoire d'un film que vous allez aller voir dans 2 heures. Si je vous raconte rien du tout du film, vous allez vivre peut-être 2 heures de surprise. Si je vous raconte le film avant d'y aller, vous n'aurez plus aucune surprise. Vous aimez être surpris. C'est ça. Alors je pense que les gens cultivés se privent de surprises. On a inventé le monde pour eux, alors que c'est fabuleux de le réinventer. Mais vous avez quand même une boulimie du savoir. Ben oui, mon problème aujourd'hui, justement, c'est qu'il y a 10 ans, j'étais un homme 10 fois plus heureux parce que je n'avais pas de culture. Il y a 10-15 ans, j'étais un homme absolument pas cultivé. Je suis allé jusqu'au bac, mais j'ai refusé la culture parce qu'elle ne m'intéressait pas, parce que je savais qu'elle me gênait. Et j'ai vécu pendant des années sans culture, heureux. Je veux dire que chaque chose que je découvrais à chaque instant me rendait fou de bonheur. J'avais des moments de bonheur 10 fois plus intenses à l'époque où j'étais pas cultivé. Oui, vous êtes de ces hommes qui ne sont pas cultivés et qui lisent sans arrêt. Oui, mais maintenant que je et me qui cultive, veulent apprendre. Oui, mais maintenant que je me cultive de plus en plus, je suis de moins en moins heureux. Je veux dire, pour moi, la culture, je le sais maintenant que c'est une privation de bonheur. Et puis, moi, j'aime pas. Vous comprenez? La culture, je redis ce que je dis tout à l'heure, mais demain matin, s'il y a un match de rugby, vous me donnez le résultat avant de voir le match, ça m'intéresse pas. Bon, la culture, c'est ça. Et si je veux pas savoir ce qui va arriver dans 5 minutes. Je déteste les voyants. Je déteste les gens qui donnent la météo.
c'est horrible. Le type qui vous dit le week-end sera bouché, c'est la pire chose que l'on puisse faire. Vous comprenez? Alors d'un seul coup, vous avez des milliers de gens qui ne partent pas en week-end parce qu'on leur a dit mais c'est monstrueux. Alors que parfois un temps couvert est sublime. Et c'est beau. Non, et puis une voyante prend votre main et vous dit, vous savez, monsieur, vous allez mourir à 35 ans. Alors si vous y croyez, c'est dramatique. Je dis, il faut pas savoir. Et ça, c'est la culture. Je veux dire, le fait qu'on vous donne la météo, le fait qu'on vous regarde dans les lignes de la main, c'est la culture. Je pense que la culture, c'est une chose fantastique si on est prodigieusement intelligent. Et on ne devrait autoriser à se cultiver que les gens prodigieusement intelligents. C'est ça l'égalité? C'est ça. Sinon, c'est encore une forme d'inégalité. Mais la culture pour un imbécile, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Oui, mais vous ne laissez aucune chance à l'imbécile de devenir intelligent. Non, mais l'imbécile peut avoir un univers qui lui donne du bonheur. S'il rentre dans la culture, il sera définitivement malheureux toute sa vie. Alors que sans culture, il risque d'avoir encore des surprises. Mais je suis vraiment, je vous dis, la culture devrait être réservée aux gens supérieurement intelligents. Je ne dis pas intelligents, supérieurement intelligents. Pour qu'ils puissent constamment en tirer une synthèse permanente. Parce que dans le fond, la seule chose qui compte, c'est le bonheur. Et il faut arriver au bonheur d'une façon ou d'une autre. Et je sais maintenant, je suis sûr que la culture, selon les individus, peut être quelque chose de terriblement négatif. C'est comme la drogue. Encore faut-il s'entendre sur le mot bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est très simple. C'est un moment de relaxation totale de l'individu. C'est un moment où on n'a pas peur. C'est un moment où on n'a aucune angoisse. C'est un moment où on est capable de s'allonger, de fermer les yeux et de s'endormir. Quand je m'endors bien le soir, c'est que je suis heureux. Je sais que c'est un signe de bonheur pour moi. C'est un moment où on a envie de penser à rien, ou alors c'est un moment où on peut penser à des milliers de choses en même temps, mais c'est pas un moment où on est fixé sur quelque chose. Et puis c'est un moment où on n'a peur de rien. Je veux dire, on n'a pas peur de mourir, on n'a pas peur de vieillir, on n'a pas peur de ne pas manger à midi. Je veux dire, c'est un moment de relaxation. On est responsable de soi-même. Absolument. Claude Lelouch, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous pensiez déshériter votre enfant justement parce que l'argent pourrit tout, que l'argent peut tuer une vie. Mais est-ce que de la même manière, ou plutôt d'une autre manière, vous donneriez cet argent que vous avez amassé à des gens qui en sont privés mais qui pourraient faire quelque chose? Je suis capable de le donner à une personne qui en ferait quelque chose de formidable. C'est-à-dire si je sens que la personne à qui je vais le donner va le multiplier non pas pour faire une fortune, pour faire mais du pour bien, faire des choses. Pour faire des choses. Des choses ou du bien? À partir du moment où on fait des choses, on fait forcément du bien. Le fait de faire de l'action engendre forcément le bien. L'argent, c'est fait pour faire de l'action. C'est de l'essence, vous voyez, c'est de l'essence. Alors, si j'ai des tonnes et des tonnes d'essence chez moi et que je roule pas, ça sert à rien. Mais pour rouler, c'est formidable. Alors, si demain matin, je dois donner mon argent à quelqu'un, mais j'espère bien le dépenser avant de mourir. Mais si je devais le donner, je le donnerais à quelqu'un qui sait rouler, à quelqu'un qui a envie de faire des choses, mais surtout pas à quelqu'un qui a un esprit de spéculation ou en tous les cas une personne que j'aime et qui, je suis sûr que si je donne cet argent à mon fils, il est foutu. J'en suis certain, mais convaincu. Claude Lelouch, vous avez eu toujours une passion pour le cinéma amateur. Qu'est-ce que vous êtes, un amateur ou un professionnel? Quand je n'avais pas de culture, j'étais un amateur. Et du jour où je me cultive à tous les niveaux, je deviens un professionnel. Alors les professionnels, à mon sens, prennent moins de plaisir que les amateurs, parce qu'il y a dans le mot professionnel un aspect salarié qu'il n'y a pas dans le côté amateur. Amateur, c'est forcément pour le plaisir. Professionnel, c'est peut-être pour de l'argent, c'est peut-être pour des moyens techniques. Alors je voudrais être un amateur, mais je sais que je suis en train de devenir un professionnel. Lorsque vous réussissez, ce qui est le cas en ce moment, est-ce que vous avez autant de plaisir que lorsque vous échouiez autrefois? Je ne peux pas dire que je pavoisais quand j'avais un échec. Il ne faut pas non plus exagérer. Je veux dire, mes angoisses étaient moins fortes. Mais aujourd'hui, quand j'arrive à un succès, c'est pas pour moi que c'est bon. C'est pour le projet d'après. C'est-à-dire que si la bonne année fonctionne comme je l'espère, je sais que ça va servir tout de suite le prochain film, d'une façon systématique. Bien. Donc, je vis au présent parce que c'est la seule chose qui m'intéresse,
Mais le succès ne me sert que pour le futur, c'est-à-dire pour ce que je peux faire après. Sinon, je vois pas le problème. Un homme et une femme, c'est votre meilleur film? Non, c'est pas mon meilleur film. C'est le film qui a le mieux fonctionné, c'est totalement différent. C'est le porte-bonheur. C'est un porte-bonheur, c'est un film qui a formidablement fonctionné, qui a sûrement apporté des choses à l'époque, je veux dire, qui étaient nécessaires en 1966, au contexte même qu'il y avait... On a dit à ce moment-là que c'était un film rassurant. On a même dit que c'était un tranquillisant sur pellicule, un produit de récupération. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Non, je pense qu'un homme et une femme est un bon film. Je l'ai revu récemment et ça tient bien le coup. Aujourd'hui, il serait considéré davantage comme un bon film que comme un produit de récupération. Cela dit, c'est pas mon meilleur film. C'est lequel? Très sincèrement, je crois que c'est La Bonne Année. C'est pas parce que c'est le dernier. Jean de Baroncelli, dans le monde, ne le pense pas. Mais Baroncelli, il connaît pas le cinéma. Il a jamais vu un film de sa vie. Il préfère les autres films de Claude Lelouch à celui-là. C'est bien la preuve qu'il connaît pas le cinéma. Donc, vous êtes très agacé lorsqu'on vous critique. Ou lorsqu'on ne comprend pas ce que vous avez voulu faire comprendre. Non, dans le cas présent, je ne suis pas agacé parce que vraiment Baroncelli se retrouve tout seul dans cette affaire. Mais les autres ont aimé, mais je prends celui justement qui est tout seul. Alors, et c'est un bon critique de cinéma. Non, c'est pas un bon critique de cinéma. Baroncelli n'est pas un bon critique de cinéma. C'est un critique, il a trop peur pour être un bon critique de cinéma. Il a peur quand il aime, il a peur quand il n'aime pas. Et ces critiques sont toujours des critiques basées sur la peur. Je veux dire, jamais je l'ai vu être vraiment méchant et jamais je l'ai vu vraiment être gentil. C'est pas un bon critique de cinéma. Parce que lui-même n'est pas sûr de son verdict. Alors, cela dit, je lui dis ça en toute amitié. Mais il ne faut pas qu'il fasse de la critique de cinéma, surtout pas dans le monde. Non, je ne pense pas que Baroncelli soit un critique de cinéma. C'est pas un critique de cinéma. Vous êtes en train de vous fâcher, là. Avec Baroncelli ? Non, avec vous-même. Non, pas du tout. Non, c'est parce que vous me parlez de Baroncelli, je vous dis qu'il est le seul, pour l'instant, à avoir mis La Bonne Année en difficulté, et que les autres non seulement aiment, mais ont même tendance à adorer. Alors, je trouve dommage qu'on parle que de Baroncelli, surtout que j'ai jamais eu envie d'aller voir un film ou de ne pas aller le voir à cause d'une critique de Baroncelli. Claude Lelouch, lorsque quelqu'un vous agace, vous êtes capable du pire. Une fois, vous avez même donné un coup de poing à quelqu'un. Exact. C'est parce que vous êtes un homme. C'est peut-être parce que je suis un homme, mais je veux dire qu'il y a des choses comme ça. Je crois qu'un homme doit être capable de donner des coups de poing, non ? On va prendre une pause musicale. Vous avez choisi Gene Kelly. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
singing in the rain. Claude Lelouch, vous avez choisi Swinging in the Rain de Gene Kelly, avec Gene Kelly. C'est une comédie musicale extraordinaire. C'est votre choix. Oui, parce que je pense que c'est le film qui m'a fait aimer les comédies musicales. Je trouve que, en plus, c'est un film sur le cinéma, qui raconte l'histoire du cinéma. Et à l'époque où j'ai vu la première fois ce film, j'étais très petit, je ne me rappelle plus l'âge que j'avais, mais comme j'avais déjà la passion du cinéma, j'étais fasciné par l'histoire. Et comme j'étais fasciné par l'histoire cinématographique à l'intérieur même de ce film, j'ai été indirectement fasciné par les danses et la musique pour la première fois. C'est la première fois que la musique, la danse, les chants me fascinaient. On pourrait faire un film comme celui-là en France? Non, impossible. Pas de comédie musicale en France? Si, on peut faire des comédies musicales en France, mais autre chose, il faut inventer une autre forme de comédie musicale. Vous savez, la comédie musicale, ça veut dire quoi? En fait, c'est une opérette. C'est une opérette, et selon que c'est bien chanté ou bien dansé, c'est américain ou français. Hein? Alors quand c'est plutôt mal dansé et mal chanté, c'est français, et quand c'est merveilleusement chanté et merveilleusement dansé, c'est américain. Alors comme les Américains ont un matériel humain de danseurs, de chanteurs fantastiques à leur disposition, ils font de très bonnes comédies musicales, et nous en faisons de mauvaises. Par contre, nous pourrions très très bien en France faire ce que j'appelle les comédies musicales, en nous servant de nos musiciens, et de tout l'aspect musical qu'il y a en France, qui est absolument étonnant. Mais vous-même, vous n'y avez pas pensé? Si, j'y pense, puisque dans le prochain film, qui sera aussi un mélange de genres, il y aura une grande partie en comédie musicale, mais je vous dis, ça sera une comédie musicale qui ne s'attaquera pas au terrain américain, à ce que font les Américains, puisqu'ils le font merveilleusement, à la perfection. Je vais aller dans une autre direction. Lorsque vous étiez jeune, vous alliez voir tous les films, même les films médiocres, parce que vous avez toujours été fasciné par la magie des images, et sans doute aujourd'hui encore. Je vais voir tout ce qui se tourne en principe, et ça depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. J'accorde autant d'importance aux mauvais films qu'aux bons films. En tant que professionnel, j'apprends plus dans un mauvais que dans un bon. Dans un bon, je vois rien passer. Je veux dire, j'arrive à la fin du film, j'ai rien vu. Comme c'était bon, j'ai pas été gêné. Dans un mauvais film, je vois tout ce qui ne va pas en permanence, je suis outré, scandalisé, je fais des bonds sur mon fauteuil, je réagis et je sais tout de suite ce qu'il faut pas faire. Donc je sais pertinemment qu'en tant que metteur en scène, j'apprends 10 fois plus en allant voir un mauvais film qu'un bon film. On devient metteur en scène très tard. On devient metteur en scène le jour où on se dit, bon, alors j'ai vu un certain nombre de films, j'ai vu et entendu un certain nombre d'histoires, et je trouve que c'est toujours la même chose, alors il faudrait faire autre chose. Et c'est le jour où on se lasse d'être spectateur qu'on devient metteur en scène. Enfin, le cinéma a inventé Claude Lelouch, mais vous auriez pu vous-même inventer le cinéma, tant il est vrai que ce cinéma colle à votre peau, tant il est vrai qu'il est votre respiration. C'est le ballon d'oxygène, je ne vous vois pas faisant un autre métier. Dans l'état actuel des choses, c'est difficile de faire un autre métier pour moi. Ce qu'il y a, c'est que je suis parti de la base. J'étais au départ caméraman d'actualité. Ça m'a obligé donc à avoir une caméra dans les bras. Et vous voulez toujours cette caméra dans les bras d'ailleurs. Et comme je tourne avec ma caméra, ça fait que je suis vraiment en relation directe avec le cinéma. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que mes films sont du cinéma. C'est parce que j'ai une caméra dans les mains. Quelle est la différence entre Claude Lelouch et François Reichenbach? Eh bien, Reichenbach est un documentariste. C'est un homme qui saisit les choses qui se passent autour de lui avec sa caméra. Tandis que moi, avec ma caméra, je reconstitue. Je fais de la fiction. François n'est pas un metteur en scène de fiction et je suis personnellement un metteur en scène de fiction. Sinon, nous sommes tous les deux metteurs en scène qui nous servons de notre caméra et c'est en cela que nous avons tous les deux un point commun. Vous faites un cinéma populaire? Oui. Vous le voulez populaire? Je le veux populaire. Mais qu'est-ce que vous appelez populaire? Populaire, c'est un courant qui passe comme ça d'un coup dans une salle et qui fait que des milliers de personnes pensent la même chose à la même seconde parce que vous les mettez sur la même piste. Et c'est ça un cinéma populaire, c'est un cinéma qui engendre le bonheur. On revient toujours à cette notion du bonheur. Bien entendu, il ne peut pas y avoir... Pour moi, il n'y a pas un art qui ne donne pas du plaisir qui soit un art. Je veux dire, s'il n'y a pas une notion de plaisir à la base de tout, pour moi c'est négatif.
je n'aime que des choses qui donnent du plaisir. Je suis incapable d'aller voir un très beau film qui ne me donne pas du plaisir. Même si ce que vous faites ne devait plaire qu'à une seule personne, vous vous battriez pour le faire. Si ça devait plaire qu'à une seule personne, ça serait triste. Ça serait triste. Non, quand je pense cinéma, quand je fais un film, j'essaye de penser justement populaire. J'essaye de penser à des choses qui me concernent. Je sais que je fais un cinéma populaire parce que je vis avec mon époque. Je suis complètement synchrone avec l'année 73. Tous les matins, quand je me lève, je lis tous les journaux, j'écoute toutes les radios, je regarde la télé et je vois tous les films qui sortent. Et j'essaye de m'intégrer complètement à ce qui se passe en 73. Donc je sais exactement ce qui se passe dans mon époque. Sachant exactement ce qui se passe à mon époque parce que j'ai envie de vivre au présent et parce que j'ai une soif de vivre, dès que je parle d'un certain nombre de problèmes, ce sont des problèmes qui concernent les gens qui vivent à la même époque que moi. C'est pour ça que je suis un cinéaste populaire. Un cinéaste qui n'est pas populaire, c'est un cinéaste qui a du retard ou de l'avance sur son époque. Mais un cinéaste populaire, c'est un cinéaste qui est en plein dans son époque. Et comme la seule chose qui m'intéresse, c'est le présent, je me fous pas mal d'être un cinéaste immortel ou de rentrer dans l'histoire du cinéma. La seule chose qui m'intéresse, c'est 73. 74 ne m'intéresse absolument pas en ce moment. Vous n'avez jamais désespéré? À quel point de vue? À tous les points de vue. Non, parce que chacun de mes échecs a été pour moi plus vivifiant et plus tonique que tous mes succès. Oui, parce que vous pouvez faire l'équilibre des choses. Car au départ, il y a eu 1, 2, 3, 4 échecs. Il y a eu 4 échecs consécutifs, oui. Et ensuite, il y a eu un homme et une femme, et le succès n'était pas attendu. Bon, un jour, vous avez mis le cap sur Deauville, vous avez vu la plage, vous avez vu les planches, vous avez vu une femme sur ces planches avec un enfant. C'est ça, oui. Et vous avez eu l'idée. C'est ça. Mais Mais c'est pas si simple. Si, parce que ce qui fait qu'un homme et une femme a existé, c'est parce que les 4 insuccès qui étaient avant ont préparé ce succès. Quand je suis allé à Deauville sur cette plage ce jour-là, j'étais dans un stade de déprime totale, auquel je ne pensais même pas arriver moi-même parce que je ne suis pas d'une nature pessimiste. Et c'est cette déprime dans laquelle je me trouvais à Deauville qui a déclenché chez moi un certain nombre de sentiments auxquels je n'étais pas habitué. Et les sentiments qu'on retrouve dans un homme et une femme. Ce qui fait qu'au moment où j'ai vu très très loin cette femme qui marchait sur la plage avec un enfant qui tournait autour d'elle, je me suis rapproché de cette femme parce que j'avais pas envie d'être seul, parce que je me sentais complètement déprimé. J'avais envie de parler avec cette femme pour lui tenir compagnie ou peut-être pour la draguer. Je la trouvais très très belle de loin. Et en me rapprochant de cette dame, parce que les plages de Deauville à marée basse sont très très grandes, comme il me fallait un certain temps, j'écrivais l'histoire d'un homme et une femme, parce que j'essayais de trouver une justification à la présence de cette femme en hiver, à sa solitude. Plage, à sa solitude. Et pendant que j'essayais d'expliquer sa solitude, j'écrivais un homme et une femme. Ce qui fait que je me suis jamais approché de cette femme-là, parce que quand j'étais à 150 mètres d'elle, j'avais le scénario d'un homme et une femme dans la tête, je suis allé dans un bistrot, j'ai pris du papier, j'ai écrit le scénario en 20 minutes. Claude Lelouch, vous avez toujours une bande d'amis, des fidèles, des gens qui ne vous quittent jamais, qui vous entourent, mais est-ce que vous n'êtes pas terriblement seul? Si, c'est exact. Mais je suis seul parce que je suis un homme libre, et que la liberté débouche forcément sur la solitude. Si vous voulez être libre, il faut être seul. À partir du moment où vous êtes deux, vous n'êtes plus libre. À partir du moment où vous voulez faire plaisir à une dame ou à un copain, vous n'êtes plus libre. La vraie liberté, c'est la solitude. Alors j'ai besoin de liberté. Pour moi, la liberté, c'est la base de tout. Si je suis devenu producteur, distributeur, c'était pour être libre. Mais la liberté, c'est la solitude. Ce qui fait que dans mon métier de producteur, dans mon métier de distributeur et dans mon métier de metteur en scène, je me retrouve tout seul parce que la chose après laquelle je cours, c'est la liberté. Et je sais maintenant que la liberté est la pire des choses. Parce que vous vous méfiez des autres? Non, parce que c'est bon de pouvoir changer de direction en permanence. Un homme libre peut changer de direction en permanence. Tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez contre toute culture parce que la culture interdisait la surprise. Mais vous, qui n'êtes pas l'homme d'une école, vous voulez fonder une école de cinéma. Enfin, il y a déjà l'Institut des hautes études cinématographiques, l'IDEC, mais l'IDEC forme des réalisateurs. Mmh. Vous voulez former quels hommes? Mais c'est pas de la culture que je fais donner dans cette école, c'est des trucs. C'est complètement différent. C'est-à-dire que je vais apprendre une règle du jeu. Une école de voyous, enfin voyous dans le bon sens du terme. Disons que c'est une école de voyous dans le bon sens du terme, oui, mais vraiment dans le très très bon sens du terme. Dans le très bon sens. Prenez des gens qui jouent au poker. C'est un jeu, il vaut ce qu'il vaut. Il est passionnant, il est fascinant parce que c'est un jeu plein de trucs. Si vous n'en connaissez pas les règles, c'est un jeu désastreux. Bien. Le système capitaliste, revenons à ce système capitaliste. Il n'est pas plus gênant qu'un autre. Ce qu'il faut, c'est connaître les règles du système capitaliste. Bien. Si vous ne connaissez pas les règles du système capitaliste, c'est dramatique, vous êtes perdu. Bon.
dans le cinéma, il y a des règles. Il y a des règles à connaître, mais ces règles ne vous donnent pas la possibilité de faire du cinéma. En tous les cas, de jouer au cinéma. C'est complètement différent, comme on joue à la belote. Alors moi, il y a un certain nombre de règles comme ça que j'ai apprises durant ces 15 ans de cinéma et que je voudrais pouvoir apprendre à quelques gars qui ont la passion du cinéma. Je suis sûr que ça va les aider. Mais je ne vais pas leur apprendre à faire du cinéma. On n'apprend pas aux gens à faire du cinéma. On ne peut pas leur apprendre. Mais on peut leur apprendre certains trucs qui correspondent à l'époque dans laquelle nous vivons, à certaines techniques qui existent, à une certaine façon de monter une affaire, parce que ça, il n'y a pas une école au monde qui apprend à monter une affaire de cinéma, qui apprend à naviguer dans cette profession, à contacter les gens, comment on peut monter une affaire, comment on peut réaliser un coup. C'est cela que je veux leur apprendre dans cette école. Ça n'aura strictement rien à voir avec ce que l'on fait à l'IDAI. Et cette école s'appellera l'école 13. Alors pourquoi toujours le 13? Les films 13, l'école 13, lorsque vos films sortent, c'est toujours un 13. Le bateau sur lequel Jean-Yves Terlin a essayé de battre Colas et s'est fait battre dans la course transatlantique, c'était votre bateau, c'était vendredi 13. C'est exact. Non, tout simplement parce que je suis... Ça, c'était un échec que vous avez durement ressenti, mais j'imagine que la prochaine fois, ce sera encore une réussite, parce que vous arrivez jusqu'au bout de vos ambitions. Oui, là, on prépare la revanche déjà. Mais disons que c'est par superstition, et je vous êtes superstitieux? Oui, je suis superstitieux parce que je pense que la superstition est une science. C'est une science qui n'est pas précise encore, mais c'est une science. C'est une science qui repose sur des critères bien précis, parce que j'ai eu le temps de l'analyser, parce que je m'intéresse à ça, c'est mon violon dingue. Enfin, Claude Lévi-Strauss est comme vous, mais lui, il a le chiffre 8, parce que le chiffre 8, c'est un chiffre musical. 13. Oui. Non, le 13 d'abord parce que Claude Lelouch a fait 13 lettres, parce que toutes les choses importantes qui me sont arrivées dans la vie étaient ou tournaient autour du chiffre 13, et qu'à chaque fois que le chiffre 13 est là, je sais qu'il se passe des choses. Alors, puisque je fais partie du clan des 13, autant faire confiance jusqu'au bout et autant renvoyer l'ascenseur. Je veux dire, quand je crée quelque chose et que je donne la dénomination 13, c'est que je renvoie un ascenseur. Claude Lelouch, il y a la musique qui est importante dans tous vos films. Cette musique, vous la confiez à un seul homme, c'est Francis Lay. Alors, c'est la fidélité ou c'est tout à fait autre chose? Imaginez demain matin l'équipe de France de rugby qui gagne tous ses matchs. Ça serait une erreur de changer les hommes de l'équipe. Je veux dire, il ne faut jamais changer une équipe qui gagne. Avec Francis, tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, nous avons gagné. Nous avons gagné et en plus, nous nous entendons merveilleusement. Je veux dire que si demain matin, je faisais 2-3 films de suite avec Francis et que ces films soient des échecs sur le plan musical ou sur notre mariage, je changerais. Mais il est dans mes habitudes de ne jamais changer une chose qui va. Je change jamais quelque chose qui fonctionne bien. Et comme la musique est importante dans tous vos films, on n'a pas oublié la musique d'un homme et une femme. On va écouter 2 autres musiques. Celle d'abord de Vivre pour vivre, Des ronds dans l'eau, par Annie Girardot. C'est encore une musique de Francis Lay, bien évidemment. Commence à ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu ballottes en des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes. L'amour, où est-il? L'ambition a des lois. L'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Is your heart still as pure as it was in your dream? Do your thoughts still endure like ripples on a stream? Were you always the same, thinking others are fools? Are you playing a game and making up the rules? Do you cherish your love or regret with a sigh? Do you laugh at the world as each day passes by?
Tu voudrais que l'on t'aime un peu. C'était un exemple de la musique de Francis Lay, une très jolie chanson d'ailleurs, des Ronds dans l'eau, chantée par Annie Girardot, qui est très très bien. C'est très très bien. On va écouter une autre musique pour faire un parallèle, celle de votre film qui est actuellement à l'affiche, La Bonne Année. C'est encore une musique de Francis Lay. Il se renouvelle, Francis. Ah oui, mais il est capable de tout faire. Enfin, je veux dire, Francis, on peut lui faire n'importe quoi. Il y a un climat, Francis. Les gens qui se renouvellent pas sont ceux qui travaillent avec lui. Mais lui, si on lui demande une chose précise, il est capable de la faire. Je veux dire, c'est un fantastique mélodiste. Je crois que c'est sûrement le plus grand mélodiste actuel. Vous exigez des choses d'un compositeur. Ah oui, surtout au travers d'un film. Je veux dire, vous lui demandez la musique. Je lui demande même des fois d'être ridicule. Et il l'accepte. Je veux dire, des fois, on a besoin d'une musique ridicule, on a besoin d'une musique ironique. Je veux dire, Francis n'a aucune restriction. Je veux dire, c'est vraiment un homme fait pour le cinéma, pour la musique de film. Il a le sens de ça d'une façon absolument incroyable. Et puis, la chance que j'ai avec Francis, c'est que j'écris toutes mes musiques avant de tourner le film. On va écouter. Toutes les musiques de Francis Lay, vous les prolongez ou on les prolonge avec des chansons Un homme et une femme, c'était Pierre Barou. Vivre pour vivre, c'est Annie Girardot. La Bonne Année, c'est Mireille Mathieu. Parce que vous estimez qu'un film doit avoir son prolongement. Je pense que... C'est commercial ? C'est pas un problème commercial, mais c'est plutôt effectivement un prolongement. Vous voyez un film, si on fait un film, c'est pour que les gens y pensent après. C'est pas tellement pour qu'ils prennent du plaisir au moment où ils le voient. Et une chanson les oblige à repenser au film. Et ça prolonge effectivement les sentiments que vous avez développés à l'intérieur du film. Alors, vous allez voir La Bonne Année, vous sortez du film, le film vous a plu ou pas, enfin je veux dire, vous l'avez dans la tête, vous entendez la chanson de La Bonne Année, pendant 5 ou 6 minutes ou pendant 2 minutes, le temps de la chanson, vous revoyez une ou deux séquences du film. C'est une façon de mieux assimiler le film. Je veux dire, c'est une sorte de thérapeutique qui prolonge effectivement la santé du film. Claude Lelouch, tout au long de cet entretien, vous avez parlé et des hommes, et des femmes, et des enfants, et des héritages. Et on a cru deviner que votre vie privée n'avait pas une tellement grande importance. Pour l'instant, elle est un peu sacrifiée. Elle est un peu sacrifiée parce 10% de l'emploi du temps ? Même pas. Non, même pas. Donc pas de vie privée, donc une immense solitude. Si, une vie privée quand même, il ne faut pas exagérer, je vis pas... Et si vous gâchiez votre vie avec tous vos succès, tous vos milliards ? Non, je la gâche pas parce que je prends du plaisir à faire ce que je fais. Le problème, c'est c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avoir une femme, c'est une chose fantastique, et c'est peut-être la chose que je désire le plus au monde, c'est de trouver effectivement, comme tout le monde, un grand amour. Mais un grand amour, ça prend du temps, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper tous les jours, il faut s'en occuper à chaque seconde, et en plus, pour qu'un grand amour soit un grand amour, il faut qu'il monte en permanence. Bon, s'il monte pour le faire monter tout le temps, je vous dis, c'est une préoccupation de tous les instants, et c'est un choix. Alors, je trouve qu'actuellement, je suis en forme pour faire du cinéma. Je me garde ça, disons, pour l'époque où j'aurai un peu plus de difficulté à faire des films. Et alors là, je vivrai peut-être un grand amour. Il y a comme ça des tas de plaisirs que je me suis gardé pour mes vieux jours, la drogue, l'alcool. Vous avez quel âge ? J'ai 35 ans. Mais comme ça, toute une série de plaisirs que je me garde pour le jour où je saurais plus faire de film. Claude Lelouch, vos entreprises, on le sait, sont un défi au cinéma. Et un jour, vous m'avez dit, c'est la haine qui me pousse. Ça veut dire quoi ?
c'est les gens qui ne croient pas à mes entreprises qui les font réussir. Je veux dire qu'il suffit qu'il y ait 10 personnes qui ne croient pas à une entreprise pour que d'un seul coup, j'ai envie de prouver le contraire. Je déteste les gens pessimistes. Je déteste les gens qui sont au départ comme ça, ils vous disent « mais non, c'est pas possible, mais c'est de la folie ». Je veux dire, ces gens-là sont des gens qui empêchent le monde d'avancer et j'ai constamment envie de me battre contre ces gens-là. J'ai constamment envie de me battre contre un gars qui dit « c'est pas possible ». Il suffit qu'on dise devant moi « c'est pas possible » pour que j'ai envie de le faire. Mais alors, où finit la chance et où commence le génie? Disons, le talent. Parce que le génie, c'est une troisième dimension. Écoutez, le génie, je voudrais pas qu'on en parle. Je peux parler de la chance, parce que j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que très souvent, je me suis lancé dans des opérations qui avaient une chance sur 100, et elles ont fonctionné. Donc, c'est de la chance. Mais la chance, je sais pas où elle commence. Je crois que la chance, c'est avant tout le résultat d'un gros travail. Et je pense quand même être un gros travailleur. C'est pour ça que la chance m'encourage. Elle vient plutôt vers moi que vers un autre, parce que je dis, dans le fond, il défend mieux mes intérêts qu'un autre. Mais je suis un esclave de la chance. Mais vous n'êtes pas non plus dupe de vous-même, par exemple. Vous aimez les vaincus. Et c'est peut-être pour cette raison qu'aux Jeux Olympiques, plutôt que de filmer les vainqueurs, vous êtes attardé. Mais vous savez, les vaincus ont quelque chose en commun avec les vainqueurs, c'est la solitude. C'est en cela qu'ils me séduisent. Je veux dire, un homme battu, c'est fou ce qui se comporte souvent comme un homme vainqueur. Ce sont deux extrêmes qui sont absolument identiques. Pour vous, vous avez de l'estime? Oui, puisque je me supporte, je vis avec moi-même depuis 35 ans. Non, je m'aime bien dans la mesure où je me suis habitué à Claude Lelouch, donc maintenant je n'ai plus aucune raison d'en changer. Cela dit, il m'est souvent arrivé de trouver que telle et telle chose n'était pas très nette, et alors j'essayais de la réparer par la suite. Ce qui pourrait vous arriver de pire, quel est le pire pour vous? La maladie. Vous avez peur? Non, j'en ai pas peur, mais si demain matin je tombais malade, ça freinerait tous mes enthousiasmes et toutes mes passions. Alors c'est pour ça que je me suis gardé des plaisirs en réserve. Comme je vous dis, si demain matin je tombais malade, je sais que j'ai la drogue, la cigarette, l'alcool. Vous n'êtes pas lâche? Non, je ne suis pas lâche. Je suis réaliste. Et c'est pour ça que j'essaye que toute ma vie soit basée et fondée sur le plaisir. Il y a 2 secondes, je vous parlais de plaisir que je me garde comme ça pour en cas de coup dur. C'est justement pour pouvoir constamment faire fonctionner ma vie sur le plaisir. Il ne vous manque absolument rien? Bien sûr qu'il me manque plein de choses. Il me manque, je vous dis, un équilibre entre mon travail et ma vie privée.